Bonjour à tous et bienvenue au podcast Jamais assez présenté par Physio-Vélo. Aujourd'hui, on discute d'alimentation intuitive pour les sportifs avec la fabuleuse, l'incroyable Ève Crépeau, aussi appelée Capitaine Glucide. C'est parti! Dans l'épisode que vous apprêtez à entendre, j'ai la chance de discuter d'alimentation intuitive chez les sportifs avec Ève Crépeau. J'ai la chance aussi de compter sur Ève pour me poser des excellentes questions parce que faut d'abord vous dire que c'est un épisode un peu plus personnel où je parle un peu de la relation que j'ai avec mes enfants et ce que j'essaie de leur inculquer avec ma conjointe et moi, ce qu'on essaie de leur inculquer, la relation saine avec la nourriture qu'on aimerait qu'ils puissent développer. Donc, on discute de ça. Je discute aussi de mon parcours plus personnel avec ma maladie, avec la fibrose kystique et la transition que j'ai eu la chance là, d'amorcer avec le nouveau médicament il y a de ça 18 mois. La relation que j'ai eue avec la nourriture qui a changé parce que la fibrose kystique, c'est une maladie qui impacte l'alimentation, qui impacte le système digestif, qui impacte beaucoup de choses à ce niveau-là. Et donc, depuis l'arrivée du nouveau médicament, j'ai la chance d'être beaucoup plus en santé. Et ça a beaucoup changé ma relation avec la nourriture. Donc, je remercie Ève pour son ouverture, sa bienveillance et toutes les bonnes questions qu'elle m'a posées. Donc ça, c'est la première partie de l'épisode. On va dans ça, on va dans le sport. On parle aussi de la culture des diètes. On parle de l'impact que ça a lorsqu'on nomme les aliments comme étant des aliments santé versus des aliments qui sont pas santé. On parle de tout ça, mais surtout, on prend l'angle des sportifs parce que dans une culture du sport où on sait qu'on s'entraîne puis qu'on dépense beaucoup, énormément de calories à l'effort, en plus de notre métabolisme de base, bien, c'est important de bien manger. Et c'est là que l'alimentation intuitive pour les sportifs, c'est vraiment un défi que je trouvais intéressant à aborder avec Ève et c'est un défi que Ève constate aussi au quotidien avec ses athlètes. Donc, de conjuguer l'alimentation intuitive, de voir aussi tous les préjugés qu'on a par rapport aux cultures des diètes, la grossophobie, c'est des sujets qu'on aborde et finalement, je vous laisse bientôt débuter l'écoute, mais sachez que la dernière partie de l'épisode, on parle des 10 principes de l'alimentation intuitive et c'est vraiment pour moi la culmination de notre discussion qui dure presque une heure sur les principes de base qui sont importants, je pense, de respecter ou du moins de s'interroger sur leur présence avec notre relation avec la nourriture. C'est vraiment un épisode chouchou pour moi. Je remercie du fond du cœur, Ève, d'avoir eu l'ouverture de faire ça, de me laisser parler un peu de ma vie personnelle puis de me poser des super bonnes questions. C'est un épisode vraiment qui m'a fait grand plaisir puis même que je dirais que maintenant, je fais l'épicerie avec un peu plus d'allégresse et encore plus de plaisir. Fait que j'espère que vous aurez la même opportunité après votre écoute. Je vous souhaite une excellente écoute. C'est parti. Ève, aujourd'hui, on se retrouve avec nos bonbons là, au centre de la table pour ceux qui sont avec nous en vidéo. Mais ça, c'est la boquette de bonbons qui s'appelle le meilleur des anneaux. C'est tellement bon, là. J'adore ça. Là, on va commencer par dire qu'on parle aujourd'hui de bonbons, d'un sujet passionnant, l'alimentation intuitive. Oui. Fait que sans plus tarder, on va goûter au bleu. OK, les bleus bizarres. L'anneau bleu, c'est à quoi? Puis là, il va y avoir des bruits de bouche, mais c'est comme voulu. Parce que, tu sais, avec un nutritionniste, tu peux faire des bruits de bouche en mangeant. Framboise bleue, en tout cas. Clairement, framboise bleue. Mm-hmm. Mais comme beaucoup plus le fun qu'une slush, là. Ouais. Moins agressant. Ah, mais une slush, pendant une ride, l'été, quand il fait hyper chaud, oh my God, ça rentre au poste, là. Ouais, tu tires le jus dans le fond à la fin, là. Ah, des fois, genre, je crave ça pendant ma ride, là. Framboise bleue. Pas mauvais. Ouais. Honnêtement, surprenant. Mm-hmm. Très bon. Donc, on finit notre bouchée. Hein. C'est quand même des bonbons qui sont assez coriaces. Je fais mon intro, la bouche pleine. Vas-y. Garde ta dignité, puis moi, ça prend le bord, OK? OK. L'épisode d'aujourd'hui... Étouffe-toi pas. En direct. Vas-y. L'épisode d'aujourd'hui, il fait suite à une chose qu'on a dit la dernière fois que tu es venu, c'est... J'ai dit que c'était un sujet qui m'intéressait beaucoup pour aider mes enfants à avoir une relation saine avec la nourriture. Ouais. Puis j'ai dit que je servais le dessert... Puis là, je vais le redire, comme ça, tu comprends, je vais entretenir là, Tout le monde va t'écrire une deuxième fois. ce problème-là auprès des parents. C'est que on donne le dessert, peu importe à quel moment,
Il y a une quantité définie. Là, en ce moment, on est à la suite de Pâques. Mais moi, mes enfants, les bonbons de Pâques de l'année passée, je les ai encore. Fait qu'il y a toujours des bonbons disponibles. Fait que là, c'est, mettons, je sais pas moi, une petite poule en chocolat ou 3 cocos, c'est ton dessert. Fait que si tu veux manger tes 3 cocos en plein milieu, au début ou à la fin, merveilleux. c'est tes 3 cocos. That's it, that's all. Puis ça a choqué le Québec, là, tu sais. Moi, je suis curieuse. Est-ce que tes enfants, ils les mangent tout le temps ou pas tout le temps? Ils les mangent tout le temps. Ouais. On s'entend, mes enfants, en ce moment, ils ont 7 puis 3,5. Puis là, le nouveau, ben, il en mange pas encore. Il est pas mal au lait temps plein. Ouais, ils vont les manger. Okay. Mais en fait, ce qu'on fait, c'est que souvent, on va faire comme un soir dessert whatever you want. Puis là, on va décider de la quantité. Fait que c'est soit genre cornet crème glacée avec des petits bonbons, tout ça, là, que finalement, je ramasse avec mon Dyson. Ou bien, un dessert, mettons, je sais pas, ce soir, c'est une banane ou les fruits. Moi, quand j'ai grandi chez nous, c'était tu peux manger autant de fruits que tu veux. Après n'importe quand. Fait qu'on fait genre un soir dessert, c'est les enfants qui choisissent, puis un soir dessert, c'est... Fait qu'on est comme ça. Mais oui, ils mangent pas mal tout le temps leur chocolat. Puis je dois t'avouer que quand je les vois, souvent, je vais en prendre un moi aussi. Mais moi, je trouve ça bien parce que ils vont pas arriver un jour chez un ami qui a du dessert pour faire comme « Wow, ça existe ». Puis là, comme avoir envie de manger le pot au complet parce qu'à la maison, c'est interdit. Je trouve que c'est vraiment un beau cadeau que tu donnes à tes enfants, en fait. Merci. J'espérais faire la bonne chose, mais pour tout te dire, j'ai parlé de ça avec ma mère qui est venue m'aider avec le bébé l'autre jour, puis je dis, chez nous, mettons, on mangeait des chips, je te voyais manger des chips, on mangeait des chips. C'est juste, on mangeait pas 12 sacs par semaine, non, mais mettons, au moins une journée semaine, on mangeait des chips, puis c'est comme, let's go, on a du fun, on mange des chips. Fait que ça, c'était une relation saine avec la nourriture. L'autre chose que je me suis dit qui serait intéressante de parler, pour laquelle on était à l'aise, on s'est dit, c'est une bonne opportunité, c'est que moi, dans le fond, j'ai la fibrose kystique. J'en ai parlé dans mon épisode 1 de l'an passé. Puis, une des choses qui est arrivée, j'étais très chanceux. Il y a un médicament qui est arrivé sur le marché en 2019 que j'ai commencé à prendre en 2022, qui est, je suis le produit d'une société démocratique où le médicament, je peux prendre le médicament qui est payé par le gouvernement et tous les bons concitoyens qui contribuent aux assurances. Et puis, ce médicament-là a complètement changé, là, finalement, le cours des choses. Maintenant, tu sais, je considère plus que je suis malade au quotidien. J'ai plus de symptômes. C'est sûr que la maladie est toujours là, le défaut génétique est toujours là. Mais une des choses que ça a eu comme impact, c'est que dès le début du médicament, c'est sûr, j'ai arrêté d'avoir des symptômes respiratoires parce que la fibrose kystique, ça atteint les muqueuses, c'est un défaut génétique. Là, je ne serai pas trop en profondeur là-dedans, mais le point, c'est que j'ai arrêté d'être malade, j'ai eu beaucoup d'énergie et j'ai pris littéralement 2 kilos par mois. Par mois? Wow. Jusqu'à temps que ça se stabilise. Finalement, tu sais, j'ai toujours été à un poids X, puis je me suis stabilisé finalement à peu près 15 à 20, même 20 livres au-dessus de mon poids que j'avais depuis l'âge de, mettons, 14 ans. OK. Fait que pendant 20 ans, j'étais à un poids. Puis là, quand j'ai commencé le médicament, sans manger plus, tu sais, vu que j'ai un problème d'absorption, là, j'absorbais plus. Puis j'avais moins de dépenses énergétiques aussi pour combattre les infections. Effectivement. Fait que là, j'avais un surplus de disponible qui s'est transformé en avoir plus d'énergie. Oui. Puis prendre du poids, finalement, que j'avais pas la capacité de prendre du poids. Ce qui est spécial avec la fibrose kystique, c'est qu'un des travaux que tu as à faire, c'est d'essayer de ne pas perdre de poids. Fait qu'une des choses que j'ai faites dans mes 33 premières années de vie sans ce médicament fabuleux, c'est que je devais manger... J'avais le droit de manger tout ce que je voulais. Tu sais, c'était encouragé de manger beaucoup, puis de ne pas se priver de poutine, tout ça, etc. De ne pas se priver des aliments qui avaient une grande densité calorique parce que l'enjeu, c'était de garder un poids qui te permettait d'être en santé. Ça pouvait t'aider, en fait. C'est sûr que ça m'aidait. Ça avait un facteur de protection. Puis, tu sais, malgré tout ça, moi, j'ai pas vécu cette culture-là des diètes. En fait, j'étais comme aux antipodes de ça. J'ai pas été exposé à ça parce que moi, mon travail, c'était de m'alimenter suffisamment pour maintenir mon poids. Puis je devais, je te dirais, depuis l'âge de 18-20 ans, toujours dépasser la capacité, pas la capacité, le sentiment d'avoir plus faim. Il fallait que je continue way beyond. Fallait que je mange mes collations entre les repas. Fallait que je prenne une collation avant de me coucher.
Surtout parce que ce que j'aimais faire, c'était du sport d'endurance. Fait en plus, j'avais une dépense énergétique qui était grande. Mon métabolisme de base était élevé avec les surinfections, les pneumonies, tout ça. Donc c'était un prétexte aujourd'hui aussi de parler de ça. Je ne sais pas quel genre de questions tu vas me faire en tant que nutritionniste, mais je suis bien à l'aise d'en parler. Puis c'est ce que j'ai exploré dans les derniers 2 ans, là, depuis le début du médicament. Ça va faire bientôt 2 ans. Ça a tout changé ma relation avec la nourriture. Puis là, je commence, mettons, premier indice, je commence à ne plus finir mon assiette. Wow! Tu sais, je suis comme, OK. Ouais. Mais ça 33 ans de mécanisme à défaire. C'est 33 ans où est-ce que tu n'as jamais appris à écouter tes signaux de satiété parce que tu devais les dépasser tout le temps. Mais en fait, je les écoutais. Parce que je savais clairement que je les dépassais, dans le sens que c'était pas confortable de manger autant. Tu en étais conscient. Ah oui. Mais tu les respectais pas dans le sens où fallait que tu les dépasses. Fallait que je les dépasse. Mais tu en étais conscient. C'est déjà une bonne chose. C'était pas confortable de manger autant, honnêtement. Non. Puis maintenant, pas de devoir, là, mais d'avoir la possibilité, disons, de pouvoir les respecter un peu plus. Comment tu as fait ça? Est-ce que ça a été difficile? Est-ce que ça a été quoi tes plus grands défis? Chers auditeurs, merci de votre confiance. Je prends une petite pause dans l'épisode, dans l'entrevue, juste pour vous dire que la meilleure façon d'entrer en contact avec notre équipe, c'est via notre infolette. Vous trouvez le lien directement sous le podcast, sous la vidéo. Dans l'infolette, vous allez retrouver du contenu exclusif qui se retrouve nulle part ailleurs. Vous allez aussi retrouver des codes promo pour nos formations. C'est là que ça se passe, puis c'est là aussi que vous pouvez rentrer en contact avec notre équipe. Je reçois à toutes les semaines des dizaines, des fois, de courriels, de commentaires, de choses qu'on devrait améliorer, des choses que les gens ont trouvé pertinent dans le contenu. Donc, l'infolette, c'est l'endroit où on se retrouve. On est déjà plus de 3000 passionnés à faire partie de la grande famille Physio-Vélo. Donc, je vous encourage fortement à vous abonner à notre infolette Physio-Vélo. Sans plus tarder, je vous laisse poursuivre votre écoute. Merci de votre confiance. Je savais que tu aurais des bonnes questions. Je vais prendre ta place bientôt. Ben oui, merci de le faire. Merci de prendre ma place. Qu'est-ce qui a été le plus grand défi? Ben c'est sûr, c'est long. Là. Mettons, je commence là, vraiment après, mettons, 18-24 mois à pogner le beat. Je dirais que j'ai commencé à manger. La première chose que j'ai faite, c'est que je dois manger 1/3 moins qu'avant. Ça, c'est passé rapidement. J'avais moins faim. OK, l'autre chose, c'est que j'avais tout le temps faim. Genre, mon corps, il me le disait. J'avais tout le temps faim. Parce que tu avais des besoins plus élevés. J'avais tout le temps faim. Fait que toute ma vie, j'ai mangé énormément. Fait que ça, c'est la première chose, c'est que j'étais comme, my God, après genre 1 semaine ou 2, j'avais vraiment moins faim. Fait qu'au lieu de prendre toujours une deuxième assiette, je reprenais une petite bouchée, mais tu sais, clairement, c'était correct. Puis, malgré le fait que j'ai coupé d'1/3, j'ai pris du poids rapidement. D'après moi, ce qui s'est passé, c'est que je suis revenu à mon poids, probablement qui serait mon poids santé. Ton poids naturel. Mon poids naturel, auquel je fonctionne bien. Oui, c'est plus lourd quand je cours, là, mais honnêtement, j'ai l'énergie de courir 100 fois plus longtemps. Oui, c'est ça. Fait que, mettons... Est-ce que ça t'a joué dans la tête, ce gain de poids-là, ou au contraire, tu étais juste tellement content d'être un peu plus comme guéri, comme tu dis, ou d'avoir plus d'énergie? Parce qu'il y a beaucoup de gens pour qui le gain de poids s'est vu très négativement. T'sais. Ouais. Ben, tu sais, moi, j'ai pas été exposé à la culture des diètes puis tout. Puis c'est sûr que, mettons, chez les hommes, le fait d'être massif, c'est quelque chose qui concorde avec la culture. Effectivement. Fait que ça c'était vraiment pas. Mais c'est sûr qu'en fait, c'est en courant, parce que là, j'avais de l'énergie, fait que je m'entraînais encore plus, ou disons, tu sais, j'étais comme, waouh, je peux vraiment faire une bonne charge d'entraînement de plus, puis j'ai plein d'énergie, tu sais. Puis, fait que je m'en suis plus rendu compte en courant, parce que là, j'ai dit, Colin, là, tu sais, je sens mon 20 livres de plus quand je cours. Oui, bien, c'est sûr. C'était quand même pas mal plus lourd que de racer, mettons, au poids que j'étais. Mais en même temps, tu as plus d'énergie. J'ai plus d'énergie. Fait que j'étais comme, tu sais, sérieux. C'est ce qu'on pense. C'est ça, Est-ce que ça t'a donné le goût de refaire de la compétition en disant, waouh, si j'avais eu cette énergie-là quand je faisais de la compétition, tu sais, triathlon, tout ça, ça aurait été formidable, non? Non. Je me suis jamais entraîné pour la compétition, dans le sens que même que
la compétition, c'était pas la partie la plus le fun. Pour moi, c'était juste stressant pour rien parce que je m'entraînais pour rester en santé. Fait que le purpose, c'était de m'entraîner. Ouais. Le gain, c'était pas la compétition. Genre, c'était vraiment pas ça que je recherchais. Fait que quand je repense à la compétition, c'était bien parce que c'était une manière de se challenger dans le groupe parce que tout le monde faisait ça. Mais moi, c'était pas ça. Moi, ma motivation intrinsèque, c'était de rester en santé le plus longtemps possible. Tu sais. Fait que ça a changé. C'était une motivation vraiment intrinsèque. Fait que ça a toujours été ça. Puis maintenant, aujourd'hui, je sais pas à qui je parlais de ça, mais je dis, moi, mon but, c'est de pouvoir, mettons, m'entraîner autant que je veux. Tu sais, je veux pouvoir aller courir avec un ami. Ça, pour moi, c'est la clé. Genre, est-ce que je suis capable de m'entraîner une fois par jour dans le plaisir? Fait que, tu sais, oui, des fois, je fais des intervalles, mais je suis comme, alors, courir un 5 km en bas de 20 minutes, c'est-tu vraiment là qui est le plaisir? Je serais sûrement capable là, si je m'y mettais. Ouais. Mais le goût de sang dans ma bouche, je le recherche pas vraiment. C'est un type too fun, comme on dit. Là. C'est ça, mais c'est correct. Puis des fois j'ai... Mais je sais pas c'était quoi ta question. Mais bref, le chemin a été long. Fait que la première chose, c'est que j'ai mangé moins. Puis après ça, j'ai vraiment mangé beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de fruits et légumes. Parce que dans le fond, moi, mon alimentation, c'était basé sur densité calorique. Oui, c'était pas assez dense en énergie. C'est ça, fait que je pouvais pas m'amuser à manger juste des fruits et légumes. Avec du céleri, là. Non, il y en avait pas dans le frigo, là. Mais c'était correct, là, parce que, tu sais, c'est un dispositif à trempette, là, un céleri, là, on s'entend. Ça, c'est un véhicule à trempette à Philadelphia, à Ciboulette. Cheese whiz, tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Donc, ouais, c'est ça, beaucoup plus de fruits et légumes. Tu sais, on n'est pas obligé de parler longtemps de mon transit intestinal, là, mais je veux dire, tout a changé de ce côté-là. Là, fait que ça, c'était vraiment particulier. Puis, ouais, ça... à la suite de ta venue l'année passée, j'ai écouté un livre audio sur l'alimentation intuitive. Puis c'était une nutritionniste aux États-Unis. Je ne sais pas si on les appelle des nutritionnistes, probablement. Mais elle parlait des bonnes habitudes à avoir pour les enfants. Fait que, tu sais, moi, j'ai comme un double intérêt là, dans ce sujet-là parce que... de ce que je comprends maintenant que je suis exposé à d'autres habitudes puis à la culture là, des diètes qu'on appelle, là, c'est vraiment pervers. Là. C'est vraiment délétère. Puis genre, une des choses qui est vraiment... quelque chose que j'ai pas... Malgré le fait qu'il fallait que je mange beaucoup, c'est toujours resté... Moi, j'ai toujours aimé beaucoup manger. Fait que le plaisir de manger, je ne l'ai pas perdu à cause qu'il fallait que je me goinfre. C'était pas le fun, là, mais j'ai quand même pas perdu le plaisir de manger. Fait que, tu sais, maintenant, quand je t'avais envoyé l'autre jour des photos, tu sais, j'étais à l'épicerie avec les filles, puis ils choisissaient une collation qu'ils voulaient, tout ça, tu sais. Puis j'essaie de faire des habitudes que mes parents faisaient, là, de cuisiner, d'exposer, puis de trouver du fun. Puis quand je vois mes enfants qui font des tests, genre de goûter du sel, du citron, puis ils goûtent toutes les affaires, font des mix improbables, comme moi je faisais quand j'étais petit, là, nous autres, on les appelle, on dit, c'est ça un petit chef. Un petit chef, c'est ça, genre, ça fait des expériences. Fait que les sont comme, oh non. Puis là, des fois, ma plus vieille, elle dit, ça, c'est pas bon. Excusez, ce n'est pas à mon goût. Oh wow! C'est tombé parfait. Fait que ça, c'est quelque chose que... Fait que c'est ça, suite à ta venue, j'ai écouté ce livre audio-là, puis une des choses que j'ai retenues, c'était quand tu sers de la nourriture, ton rôle, là je me rappelle pas, ça fait quasiment un an que je l'ai écouté, ton rôle en tant que parent, c'est de définir qu'est-ce qu'il y a sur la table, mais après ça, c'est à l'enfant de décider s'il en prend, puis si oui, quelle quantité. Exact. Fait que là, bon, pour l'affaire du dessert, je dois dire que je mets une limite sur, mettons, le nombre de chocolats, là, parce que si je le donne n'importe quand, sinon ils mangeront pas ce qu'il y a de dispo sur la table. Oui. Puis une des choses en tant que... Je suis chanceux parce que ma conjointe puis moi, mettons, c'est des discussions qu'on a, puis on essaye de faire la meilleure affaire, fait qu'on on essaie de pas être dogmatique sur la nourriture, puis les deux, on a une relation quand même vraiment, je pense... Saine. Ouais, qui est pas stressante en tout cas avec la nourriture. Puis, qu'est-ce que j'allais dire par rapport à ça? Est-ce que tu avais retenu? Oui, ce que j'ai retenu, c'est ça, c'est que tu dois définir. Fait que c'est à l'enfant de décider si, mettons, il va... Ah oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que rapidement, moi, j'étais comme, elle mange, tu sais, la première, mettons, ton premier enfant, je suis elle n'a pas assez mangé. Puis, tu sais, ma conjointe est dans le domaine de la santé, puis elle est vraiment relax là, sur tout ça, très relativisante. Fait que là, elle dit, tu sais, un enfant, ça se laissera pas mourir de faim. Là. Genre, il mangera plus demain. Là. Exact. Fait que, puis l'enfant aussi a des poussées de croissance variables. Ouais, ça se voit beaucoup. Donc, là. plus faim que certaines journées, moins faim d'autres journées. Ouais, exact. Mais c'est vrai que il y a souvent la peur du parent de...
mangent pas assez, tu sais. Puis des fois, on dirait que quand je vois ça, c'est comme si ils sont doomed to fail. C'est-à-dire que s'ils mangent trop, tu leur dis qu'ils mangent trop. S'ils mangent pas assez, tu leur dis qu'ils mangent pas assez. Fait que finalement, il n'y a aucun... Quand je vois ça, je suis comme, Chris, il n'y a aucune manière que l'enfant il soit comme relax en train de manger puis de s'amuser. Oui. Fait que ça, on essaie de faire bien... Des fois, on est en train de dire de quoi, puis là, on s'arrête en train de parler parce qu'on est comme... Tu veux pas venir influencer aussi. Tu sais, l'enfant, normalement, il est encore meilleur qu'un adulte pour écouter ses signaux de faim de satiété parce qu'il a moins été contaminé par la société, par la culture des diètes, par Netflix. Tu manges en écoutant quelque chose. Ils sont comme beaucoup plus en lien. Puis ça, je pense que ça se perd avec le temps, en mangeant, en regardant ton téléphone, bref, tout ça. Donc, il faut leur faire confiance. Mais je comprends que ça vient d'une place de caring des parents de vouloir le mieux pour leur enfant. Mais il faut aussi se rappeler que le parent, il a peut-être lui-même des nous autres, on a nos mauvaises trucs, conceptions de la nutrition. Qu'est-ce qui est... des choses sont bien, mal. Ça, c'est une autre affaire que j'ai retenue du livre audio. C'était, faut pas tu donnes des titres à la nourriture, genre bon et mauvais. Ouais. Sur ça, je vais prendre un autre. Vas-y. Et je vais prendre le ring melon d'eau, parce que c'est le meilleur. Exact. Ça, c'est quelque chose de difficile, même à convaincre les gens qu'il n'y a pas de bons ou mauvais aliments. Parce que c'est tellement ancré en toi. Puis même, des fois, quand on donne des exemples, tu peux manger de tout. Tu peux manger des bonbons, des chips. Juste quand je nomme ces aliments-là, c'est comme si je leur donnais un peu la connotation. Tu sais, ça, c'est les aliments qu'on pense. Tu peux. Genre, je donne le droit. Tu as besoin que je t'accorde la permission pour... Ouais. Mais il n'y a aucun aliment qui va faire en sorte que ta santé va être meilleure, comme il n'y a aucun aliment qui va faire en sorte que ta santé va être mauvaise, tu sais. Manger en une fois un aliment ne va pas définir quoi que ce soit par rapport à toi, tu sais. Mais on a catégorisé le brocoli comme un bon aliment, puis le chocolat que tu donnes à tes enfants comme un mauvais aliment. Puis tout ça va influencer comment on se sent quand on mange l'aliment. Ouais. Je vais me sentir coupable, je vais sentir que je dois faire un exercice supplémentaire quand je mange cet aliment-là. J'ai jamais entendu personne dire « Ah, ben j'ai mangé du brocoli, il va falloir que je fasse X nombre de minutes de course pour brûler mon brocoli. » Mais le chocolat, par contre, ça, je l'ai souvent entendu. « Ah, il va falloir qu'on aille faire une marche après le souper parce qu'on a beaucoup trop mangé. » tu sais. Mais c'est ça, c'est ancré en nous, puis c'est ancré dans la culture. Dans les publicités aussi. Puis comme « Ah, donne-toi le droit de manger tel aliment. » Puis ça fonctionne avec les gens parce que justement, on est comme... On a été élevés en disant ça c'est bien, ça c'est mal. D'essayer de se détacher de ça aide à justement avoir une relation un peu plus saine avec ces aliments-là qui sont tous juste des aliments. J'écoutais le podcast de Looney, là, à plat ventre. Oui. Puis une des choses que j'ai réalisées en écoutant ce qu'elle disait, puis c'est une bonne ressource, je pense, si les gens veulent explorer ce sujet-là, c'est le tu sais, nous, on est dans les années 90, c'était... selon ce qu'elle rapportait, le genre de pic, là, l'apogée de la culture des diètes. Puis je me rappelle de discours d'amis de mes parents avec Montignac, les 4 P, là, pain, pâte, patate, puis plein d'affaires, j'étais comme, OK. Mais je pense qu'honnêtement, je pense que c'est pas juste les années 90. Non? Maintenant, il y a la diète keto, Weight Watchers. On n'est plus dans Montignac, mais on a juste remplacé par autre chose. Le jeûne intermittent. Il y a toujours des nouvelles modes de culture de diète qui vont nous faire miroiter plein de façons de perdre du poids de façon facile, rapide, efficace, quand c'est pas vrai. Mais tout ça est basé sur le poids aussi. Le centre de tout ça, c'est le poids. On veut toujours perdre du poids. Pourquoi? Longtemps, on a mis ça sur le dos de la santé. Puis maintenant, de plus en plus, on se rend compte que le poids, ce n'est qu'un petit facteur, puis c'est pas que le poids qui indique si tu es en bonne santé ou pas. Oui. Puis une des choses, c'est vrai que dans le balado de Looney, c'était une des choses, c'était de dire, je pense qu'elle a interviewé quelqu'un qui disait, tu sais, c'est comme si toutes les choses génétiques, on avait oublié que le poids aussi, c'était un truc génétique. Fait que tu as des compositions corporelles. Tu vas hériter d'un bagage génétique qui va prédéterminer si tu es plus filiforme ou tu es plus trapu, plus bâti. Tu sais, moi, je veux dire, ma proportion entre mon tronc et mes jambes n'est pas déterminée par mes habitudes alimentaires. Là, il est déterminé par mes parents, ils ressemblaient à quoi, puis quel genre de pool génétique j'ai reçu. Tu sais, je suis pas faite pour faire de la course à pied parce que j'ai des petites jambes et un long tronc. Exact. C'est tout. Puis tu mesurais 7 pieds, puis peut-être tu ferais du basket, tu sais. Exact. Puis
il y a ce concept-là de poids naturel. Parce qu'on essaie de s'éloigner le plus possible du poids santé, là, basé le mot sur santé, l'IMC. parce que... Ouais, c'est ça. Tout ça, c'est wrong là-dedans. Il y a plein de choses là-dedans qui ne fonctionnent plus, puis qui mènent justement beaucoup de pression sur pourquoi est-ce que tu devrais être entre tel et tel IMC. L'IMC, c'est basé l'IMC, sur quoi? finalement, Bref. c'est ça. Là, les fondements scientifiques de ça, c'est... C'est pas super. Ouais. Exact. Donc, le poids naturel, c'est plus le poids que tu maintiens sans faire d'efforts particuliers. Exact. Puis pour une personne, ça va être un peu plus rond, pour d'autres plus mince. Puis comme tu dis, il y a un aspect génétique à ça. Pas que je sois un expert. Là. Oui. Je veux, non, mais tout à fait. Je contribue à la conversation en tant que non-expert. Ouais. Puis je lisais justement une analogie en lien avec, tu sais, si tu portes tes chaussures du 8, tu vas pas essayer toute ta vie de porter du 6, right? Tu vas comme accepter que tu portes du 8. Peut-être les cyclistes, oui, parce qu'ils aiment ça, les chaussures rigides, performantes et qui tiennent bien le pied. Peut-être, mais là, tu finis par avoir mal. Ouais, puis perdre tes ongles d'orteil, bref. Mais ton poids, on dirait que c'est comme... Mais lui, on n'accepte pas le poids naturel. Ça devrait être... Ouais. Ça devrait tous fitter dans la culture des diètes, justement. Est-ce qu'on te dit, ben ça, c'est le poids idéal que tout le monde devrait avoir. Puis je pense que ça équivaut à peut-être 5 à 10 du vrai poids des gens. Donc, ce qui est véhiculé dans la culture, il y a juste... Exact. Donc, 90 des gens qui sont donc voués à être insatisfaits par rapport à ce qu'on vise ou ce qu'on dit qu'ils devraient être. Après, je pense que ça, on devrait essayer de le changer parce que finalement, ça n'a pas de sens que l'objectif corresponde à seulement 5 à 10 Puis là, je dis ce chiffre-là, je ne sais pas exactement, là, mais de la population générale. Comme c'est voué à l'échec. Mais en même temps, c'est très payant pour la culture des diètes amaigrissantes et compagnie, par contre. Parce que ça, c'est une business, là. Oui, 100%. Un des défis qui t'intéresse, toi, puis qui doit être stimulant parce que, justement, défi complexe, là, c'est le défi de réconcilier la sphère de la nutrition sportive avec l'alimentation intuitive. Tu sais, réussir à faire quelque chose d'agréable tout en atteignant la performance. Oui, ça, c'est très difficile. Parce que quand tu regardes la nutrition sportive, il y a beaucoup de choses de la nutrition sportive qui vont à l'encontre de l'alimentation intuitive. OK, vas-y. Parce que, surtout pour les de plus haut niveau, si toi, tu es un athlète qui veut performer, bien, ça se peut que je te recommande, bien, en effet, après ton premier entraînement, tu as besoin d'une collation qui va avoir 1 gramme par kilo de glucides, structure plus rigide, là. Des chiffres précis. Et non pas mange ce que tu as envie de manger et mange pas si tu n'as pas envie de manger. Il y a l'aspect, tantôt, on faisait un épisode sur l'ultra-endurance. Pendant que tu fais ta course de, je sais pas moi, 50 km, tu n'as pas faim, tu n'as pas envie de manger, mais pour pouvoir performer, pour pouvoir te sentir bien, tu dois manger. Donc, tu peux pas te fier, encore une fois, à ton corps et à ton intuition. Ton intuition te dit « Hey, arrête de manger des glucides », mais la performance nécessite des glucides. Par contre, je pense que des fois, la performance a le dos large pour un peu ruiner la relation avec la nourriture. Puis, il ne faut pas oublier qu'un athlète, ce n'est pas qu'un athlète. C'est aussi un humain qui a une relation avec la nourriture. Puis le jour où est-ce qu'il ne sera plus athlète, va continuer à être un humain. Il va continuer à s'alimenter. Exactement. Et il va peut-être finir sa carrière avec une relation complètement bousillée avec la nourriture et donc plein de problèmes subséquents, troubles alimentaires, préoccupations excessives, anxiété, dépression, bref, ça peut être grave, tu sais. Donc, comment est-ce qu'on allie nutrition sportive, performance? Parce que j'y crois, là, je veux dire, je fais ça tous les jours de ma vie, mais tout en essayant de préserver une relation saine avec la nourriture. Puis je pense que la clé, puis je ne l'ai pas tout à fait encore trouvée, mais c'est de cibler certains moments où est-ce qu'en effet la récupération est plus importante, le avant, pendant, après est plus peut-être structuré. Il y a des choses plus malléables dans et basé sur la théorie, puis ailleurs dans la journée. Mais c'est peut-être des moments où est-ce qu'on peut plus se fier à qu'est-ce que tu as envie de manger, qu'est-ce que ton corps te demande, c'est quoi tes signaux de faim, d'essayer de défaire justement les interdits, bons, mauvais aliments. Fait que c'est comme un travail sur deux plans. Fait que c'est quoi les moments où tu sens qu'il y a des fenêtres d'opportunité pour dire, OK, là, dans le fond, le défi, c'est que je te donne pas de structure. Tu sais, dans le sens, à ton athlète, tu dis, là, faut que tu t'écoutes puis que tu t'amuses. Oui.
Ben, normalement, C'est dans la une... récup, Ouais. là. Tantôt, tu parlais de récup, là, mais Ouais. les autres morceaux, c'est où? Ben, je dirais, tu sais, dans une même journée... Question de structurer les gens là, dans dans leur Dans alimentation leur- intuitive. Mais je veux dire, tu sais, on peut le voir macro, micro. Ouais. Dans une même journée, j'essaierais de un peu plus planifier le avant, pendant, après l'entraînement parce que c'est ce qui a le plus d'effet sur la performance. Puis à l'extrémité de ça, d'essayer d'y aller plus vers ce que ton corps a besoin, puis ce que tu as envie, puis bref, de faire confiance à ton corps, d'honorer ta faim, tout ça. Et d'une façon macro, tu sais, un athlète, normalement, va pas être en saison on de compétition de janvier à décembre. Tu sais. Il va y avoir des moments plus intenses où est-ce que là, peut-être que la nutrition sportive va prendre plus de place parce que tu as un camp d'entraînement, quoi que ce soit, beaucoup de compétition. Puis d'autres moments où est-ce que c'est plus des moments de transition, des moments où est-ce qu'on commence à s'entraîner, où là, on peut essayer de baser plus nos recommandations puis nos choix alimentaires sur l'alimentation intuitive. Mais c'est quelque chose qu'on fait très peu avec les athlètes parce que souvent, on les voit pour optimiser la nutrition sportive. Ouais, t'es pas dans une discussion sur la relation avec la nourriture, t'es dans une discussion, encore une fois, très d'optimisation. Oui, l'idéal, ce serait que je vois mon athlète à plus long terme pour que, oui, on voit la nutrition sportive, mais dans des moments de transition, justement, on parle d'autre chose, puis la relation avec la nourriture. Puis, bien sûr, tu sais, quand ça arrive que je rencontre des athlètes qui ils viennent me voir pour perdre du poids, quoi que ce soit, puis là, je vois que clairement, ça va pas. Il y a plein de restrictions alimentaires, puis de fausses croyances par rapport, mettons, aux glucides, bons, mauvais aliments. Puis là, j'essaie de répondre aux besoins de l'athlète tout en ouvrant la porte de, tu sais, préoccupation excessive peut mener à des problèmes, puis à sous-alimentation, puis surentraînement possiblement en lien avec les REDS et compagnie. Donc, mais c'est souvent sous le couvert de la performance. Tu sais, mon levier, c'est si tu as une bonne relation avec la nourriture puis que tu n'as pas de restrictions, ça va t'aider à performer. OK. Mais parce qu'un athlète, c'est ça mon levier principal avec lui. Ouais. Normalement, la performance, c'est ça qui l'intéresse. C'est souvent la santé, c'est même pas... Tu sais, santé, performance, oui, la santé, elle va toujours être là. Je vais jamais donner un conseil contre la santé, mais comparativement à la population générale, là, la performance, c'est comme une coche au-dessus, tu sais. Ça me fait penser à tu sais, nous, à la clinique, quand on fait des positionnements, les gens, souvent, ils pensent qu'il faut qu'ils choisissent, probablement que je me répète, là, mais ils pensent qu'il faut qu'ils choisissent entre le confort ou la performance. Parce qu'ils pensent que c'est un contre l'autre. Que genre, confort, c'est je vais te fitter sur un Bixi, là, un vélo en libre service, ou performance, je vais te positionner comme un triathlète. Là, alors que le discours, c'est non, si tu veux pouvoir faire ton volume d'entraînement, tu dois être confortable. Pour ne pas te blesser, tu dois être confortable. Puis si tu te blesses pas, ben là, tu peux accumuler du volume d'entraînement. Puis le jour de la course, quand tu vas être dans une bonne journée, tu vas peut-être être performant. Mais tu sais, il n'y a pas... Puis hier encore, je donnais un cours à une cohorte d'université. Puis je commence tout de suite en leur disant, tu sais, la culture du vélo, la culture, c'est... Il y a un réglage idéal, une hauteur de selle que là tu as vraiment plus de watts disponibles. Mais non, genre, c'est pas comme ça que ça marche. Les watts disponibles, c'est le fruit de tes entraînements, ta récupération, puis là, tu rentres toutes les choses. Fait que j'ai l'impression que ta porte d'entrée, toi, pour l'alimentation intuitive, c'est dire un peu le même genre de discours. C'est que ta performance, c'est le résultat d'une montagne de choses. C'est pas la poudre X avec tel supplément. Tout à fait. Telle routine matinale magique. Ou, oui, puis je suis quand même convaincue que un athlète va être plus performant s'il a une meilleure relation avec la nourriture. Parce que souvent, une relation malsaine avec la nourriture va venir avec de la restriction. Puis la restriction va venir avec pas assez de glucides, parce que souvent, c'est des glucides qui sont restreints parce que c'est... Qui sont labeled comme non santé. Là. Oui, c'est souvent eux aussi qui sont associés à un gain de poids. Faussement associé à un gain de poids. Et comme je disais, c'est pas rare qu'on voit des athlètes qui mangent pas suffisamment et de calories totales et de glucides. Donc, j'ai l'impression que ça vient avec cette relation-là. Pas tout le temps. Des fois, c'est juste parce que tu as des besoins très élevés et tu n'arrives pas à les combler. Par exemple, comme toi, tu disais, tu avais
t'arrivais pas nécessairement à les combler, mais c'est pas parce que tu voulais perdre du poids, quoi que ce soit. Mhm. Mais il y a des gens qui vont avoir une relation malsaine parce que c'est des humains qui vivent dans une société où est-ce que il y en a de la restriction, puis il y en a ce message-là, justement, des diètes, puis il faut toujours perdre du poids et compagnie. Puis là, en plus, ils sont dans un sport où est-ce que leur corps est une machine où on leur dit souvent, ben si tu perds du poids, tu vas être plus performant. Mhm. C'est pas toujours vrai. Dans certains cas, oui, mais dans une certaine mesure, tu sais. C'est pas comme si j'ai 0% de gras, je vais être à mon maximum. Tu sais, ça, c'est pas vrai. À un moment donné, il y a une limite où est-ce que là, je vais être peut-être plus malade, plus blessée. Et j'ai besoin d'un certain pourcentage de gras dans ma vie, là aussi, tu sais. Donc, je pense que on peut allier alimentation intuitive à nutrition sportive, mais c'est un changement de paradigme un peu. C'est pas un discours que les athlètes sont habitués d'entendre. Puis, tu sais, il faut essayer de se déconnecter un peu, justement, de calculer ses macros, puis tout ça. Moi, j'essaie le moins possible. En fait, moi, je le fais pour les athlètes, mais j'essaie qu'eux le fassent jamais. Pour pas aller dans ce terrain glissant-là où est-ce que quand tu commences à calculer tes macros, tes calories, ça te rentre dans la tête. Ben, c'est comme checker toutes tes stats en vélo, parce qu'au final, j'ai l'impression que ce que je fais comme travail à la clinique, c'est pas si différent de ce que tu fais. Parce qu'au final, les gens arrivent avec une conception que c'est un peu une blague qu'on fait, mais que je vais régler tes problèmes dans un chiffrier Excel. Tu sais, que genre ta douleur au genou, je vais la régler avec un chiffrier Excel. Mais la douleur au genou, là, c'est complexe. Tu as des circuits, des voies ascendantes, des voies descendantes pour interpréter ta douleur. Les jours que, mettons, tu vis du stress au travail, tu vas avoir peut-être plus mal au dos. Puis les journées où tu as une bonne nouvelle, tout d'un coup, tu n'as pas mal au dos. Fait que, tu sais, la réponse de gérer la douleur, puis plus loin, dans le sens gérer la performance, c'est le résultat de tellement de choses. Puis c'est aussi de naviguer. Tu sais, ce qui est inconfortable, je pense, pour les clients quand ils viennent à la clinique, puis ça doit être la même chose pour toi un peu, c'est de leur dire, tu sais, ça dépend, puis on va naviguer ensemble l'incertitude de comment va évoluer ta douleur ou, tu sais, moi, je te promets que je vais t'accompagner, un peu genre le travail que tu fais, mais que la meilleure réponse, tu sais, il va falloir qu'on la trouve ensemble, là, ta solution à toi, tu sais. Oui, puis j'ai beaucoup ces questions-là par rapport au poids, justement. OK. Combien de poids je peux perdre, en combien de temps? J'ai aucune idée. Puis, tu sais, c'est parce qu'il y a cette... Excusez, juste, on va vous épargner une séance. Je n'ai aucune idée. Non, mais... Ne payez pas pour ça. Mais l'idée, c'est qu'en fait, dans la tête de beaucoup de gens, le poids, c'est aussi simple que les calories que je mange versus les calories que je dépense. Puis si j'arrive pas à perdre du poids, c'est que je suis pas assez disciplinée. Ça, c'est absolument faux. Il y a tellement de facteurs qui viennent jouer dans le poids. Tu sais, tu t'as parlé du stress tantôt, la génétique, si t'es malade, toutes sortes de choses, l'environnement, tes diètes que tu as fait dans le passé. Bref, il y a beaucoup de choses qui peuvent venir affecter. Puis on met énormément de poids sur les épaules de l'individu. Puis là, si ça fonctionne pas, lui, il se sent coupable, il sent que c'est sa faute, son estime de soi diminue. Puis là, on entre dans un cercle vicieux, très, très négatif, puis qui va perdurer dans le temps, en fait, puis il va faire en sorte que des fois, la personne va juste tout lâcher ses bonnes habitudes parce qu'on comme, je suis pas capable, de toute façon, ça n'a pas de résultat, donc ça vaut pas la peine quand ces bonnes habitudes-là, même si elles sont pas reliées à un poids, à une perte de poids ou quoi que ce soit, sont très positives pour la santé, pour la performance peut-être ou quoi que ce soit, tu sais. Mais il faut arrêter de penser que le poids, c'est calculable, comme tu dirais, avec un fichier Excel, plus, moins. Il y a tellement de facteurs qui viennent influencer ça, puis voilà. Mon point, c'est d'essayer de... En fait, moi, le plus possible, je m'éloigne du poids. Je veux même pas se donner un objectif ou quoi que ce soit. Est-ce que ta performance va être mieux? Est-ce que tu vas être mieux? Ton niveau d'énergie, là, ça, c'est quand même cool. Ton niveau d'énergie, exactement. Tu sais, puis ton poids suivra, mais après, la balance, ça peut être pernicieux d'utiliser. Comment tu te sens dans ton corps? Comment tu te sens dans tes vêtements? Ton niveau d'énergie, est-ce que tu dors mieux? Est-ce que, tu sais, il y a tellement de choses qu'on peut aller évaluer dans tes habitudes de vie autres que le poids. Tu sais, on s'est beaucoup trop centré sur le poids dans les dernières années, puis là, on essaie d'en retirer. Puis même moi, dans ma carrière, je pesais beaucoup plus mes clients au début. Puis, tu sais, puis maintenant, à moins que le client il veuille vraiment là, qu'on aille prendre son poids, quoi que ce soit, donne-moi ton poids à peu près, là, puis c'est pour que je puisse faire des calculs, mais c'est cool, ça. Je veux pas me mettre l'emphase là-dessus.
vraiment pas parce qu'il y a déjà trop d'emphase là-dessus, à mon sens. Fait que ce que tu me dis, c'est aussi que là, tu sais, je sais que tu es impliqué dans le programme universitaire. Félicitations. Oui, merci. Ça fait partie, dans le fond, des discussions. Tu sais, avez-vous des cours sur la culture? Tu sais, expliquer aux gens, c'est quoi l'histoire de la nutrition? C'est quoi tu sais, pourquoi on en arrive à penser ça aujourd'hui? Qu'est-ce qui influence les comportements des gens? Ça fait-tu partie du curriculum? Vous parlez beaucoup de ça? On parle beaucoup de ça. On parle du comportement du consommateur et tout ça. Puis donc, j'imagine qu'il y a cet aspect-là. Moi, je donnais un atelier spécifiquement aux préjugés par rapport au poids. OK. Puis c'est un des ateliers que je trouve le plus pertinent parce qu'on dirait que je parle avec les étudiants, là, puis je pourrais en parler des heures et des heures sur nos préjugés, nous, en tant que nutritionnistes, par rapport au poids, les préjugés que les gens ont par rapport à nous. Ouais. Tu sais, une nutritionniste qui est dans un corps rond, c'est-tu acceptable? Pourquoi ça l'est pas? Pourquoi ça l'est? C'est quoi le jugement? Nous, tu sais, les étudiants, nous, en tant que personnes, tu sais, on en a des préjugés par rapport au poids parce qu'on... Tu sais, je fais juste donner l'exemple, quand on était jeune, dans les films, le personnage gros, c'est jamais le héros, tu sais. C'est toujours un peu le niaiseux ou le méchant, quoi que ce soit. Donc, inconsciemment, on l'internalise comme, être gros, c'est pas être l'héros de l'histoire, tu sais. Puis c'est ancré en nous, dans la société, beaucoup, cette grossophobie-là. Puis c'est super le fun d'en parler avec les étudiants parce que quand tu travailles avec des gens qui vont justement vouloir perdre du poids, que ce soit, il faut que tu sois conscient de tes propres préjugés. Puis tu vas peut-être en avoir encore, mais au moins, la première étape, c'est d'en prendre conscience. Ouais. Puis je pense que collectivement, on a besoin de prendre conscience de cette grossophobie-là. Grossophobie-là, c'est pas l'idée de pointer du doigt puis de dire comme vous êtes des mauvaises personnes parce que vous pensez que les personnes dans un corps plus gros sont paresseux ou quoi que ce soit, mais c'est juste de dire c'est pas de votre faute. Toute votre vie, on vous a dit ça inconsciemment. Ouais. Moi, je le vois comme le résultat. Tu sais, on est le produit de notre culture, dans le sens que, tu sais, ce qu'on fait ici au Québec, c'est pas la même chose qu'on fait en Europe, c'est pas la même chose qu'on fait en Asie, parce que c'est le produit de notre culture, plein de variables. Ouais. C'est le fun de tout simplifier, là, mais la réponse, c'est tout le temps, genre, c'est pas mal plus compliqué qu'on pense, puis pas mal plus de variables. Oui. Un peu d'optimisme. Oui. Hein, Caroline, c'est rough notre affaire. Faut-tu que je suis pessimiste? Non, je pense que c'est juste que tout ça, des fois, c'est moi que ça rend pessimiste. Okay. T'es pas du tout pessimiste. C'est super important, ce travail-là. Je veux juste, souvent, tu sais, une fois qu'on fait genre un constat, là, c'est comme, bon, maintenant, tournons-nous vers le futur, puis tu sais, comment qu'on peut agir pour reprendre le contrôle de ça, tu sais, de reprendre le contrôle de notre culture, puis de notre... Tu sais, c'est un peu ça, là, un podcast comme ça, c'est... Ces discussions-là, c'est pour s'assurer d'écrire le narratif qu'on trouve qui est plus adéquat pour qu'il y ait moins de misère, que tout le monde soit plus capable d'accéder à... Absolument. Puis juste de semer une graine dans l'idée des gens, des fois, de faire comme « Ah, il y a autre chose que la nutrition sportive. » Ou ce que je pensais que c'était. Oui, c'est ça. Ouais. Ah, le poids, peut-être que c'est pas aussi important. L'alimentation intuitive, peut-être que ça peut être pertinent, même si je suis un athlète. Peut-être que j'ai des préjugés par rapport au poids puis je m'en rends pas compte. T'sais. L'idée, c'est pas de changer du tout au tout, mais de commencer la réflexion, d'en parler entre vous. T'sais, moi, j'ai eu des discussions avec mon copain on avait des visions quand même différentes. Puis avec le temps, ça a évolué, puis ça, c'est le fun de voir ça. Mais lui aussi, il avait des préjugés en kinésiologie, où est-ce que le corps, c'est important, travailler avec des athlètes olympiques. Donc, évidemment qu'il y avait dans sa tête un corps... idéal, puis il travaille avec des gens qui ont tout un corps... optimal, selon les standards de beauté. Au couteau, c'est ça. Donc c'est intéressant de voir sa perception en tant que kinésiologue de, le poids, à quoi ça sert? Est-ce que si, justement, tu n'arrives pas à perdre du poids, c'est une question de discipline? C'est une question... c'est quoi? Bref, on a eu plein de débats là-dessus, puis moi, je trouve que c'est des débats qui sont très enrichissants de voir des points de vue autres que le sien, d'autres métiers, d'autres... puis comprendre la culture dans laquelle lui travaille, puis que ses athlètes lui reflètent. Oui, il travaillerait dans un hôpital où est-ce que tu vois juste des gens malades, c'est complètement différent. Comme, tu sais, moi, je me rappelle mes stages à l'hôpital, je sortais de là, puis je réalisais que, c'est pas tout le monde qui est malade. Je ne connais pas la réalité. Genre. Parce que quand tu es là-bas, tu as l'impression que tout le monde est malade, que ça, c'est la réalité de tout le monde. Ouais.
quand tu travailles avec des athlètes olympiques, tu dois avoir l'impression que... Personne n'est malade. Tout le monde est un athlète. Ouais, c'est ça. Tout le monde fait du sport. Mais non, tu sais, donc c'est intéressant d'aller parler avec des gens qui sont de différents milieux pour voir leur perception. Puis je trouve que c'est très enrichissant, cette discussion-là. C'est quoi les 10 commandements? Oui, les 10 commandements. C'est-tu des commandements? C'est des principes, c'est pas des règles. Parfait. Hein, on a l'alimentation intuitive. Tu me dis c'est lequel ton préféré? Tu dois en choisir un. OK, moi, je vais en choisir un. Choisis un, puis après, on en discute. Okay. Donc, le premier, il y a beaucoup de choses là-dedans qu'on a déjà parlé. Donc, rejeter la mentalité des diètes, honorer sa faim, faire la paix avec les aliments, cesser de catégoriser les aliments, découvrir le plaisir de manger. C'est pas toujours donné à tous. Mm-hmm. Considérer sa sensation de rassasiement, mm-hmm. un peu comme tu as fait avec ton médicament. Mm. Vivre ses émotions avec bienveillance. Mm-hmm. Donc, ça va un peu même à l'extérieur de la nutrition. Respecter son corps, ressentir les bienfaits de l'activité physique et honorer sa santé et ses papilles gustatives. OK. Le plus difficile, c'est facile, c'est le labeling des aliments. C'est de nommer les aliments. C'est de catégoriser. Catégoriser. Ça, c'est le plus difficile. C'est là que j'arrête mes phrases en plein milieu quand je parle avec mes enfants parce que là, je m'écoute, je me vois aller, puis là, je suis comme « Oh! » Tu sais, mettons, ça, c'est le plus difficile. Ouais. Puis celui que j'aime le plus, ben, c'est le plaisir de manger, c'est sûr. Le plaisir de manger. Puis c'est triste. Tu sais, moi aussi, manger, pour moi, c'est une passion. Là. Je serais vraiment triste si on prenait une pilule. La même affaire. La pilule, l'exemple une de la pilule pour manger aussi. Tu as la COVID puis tu goûtes plus rien. Je pense que ça aurait été un désastre de ma vie. Je pense que ça fait peur à tout le monde. Ça a probablement genre reset une relation avec la nourriture. Tu sais, moi, ma conjointe, en tout cas, elle l'a eu, puis elle a eu ce symptôme-là. Oui. Puis elle était comme faut pas que ça dure. Genre le café, tout est dégueulasse. Je capote. C'est déprimant. Puis, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Non. Des gens pour qui la nourriture, c'est très anxiogène. Ouais. Puis c'est pas du tout un plaisir. Puis il y a des gens pour qui manger, c'est très... tu sais, je dois manger pour survivre, mais comme j'ai aucun plaisir à faire ça, tu sais. Mais ne serait-ce que de juste enlever une couche d'anxiété puis de culpabilité avec la nourriture puis l'alimentation serait le fun juste pour trouver un peu ce plaisir de manger-là. Ce serait mon souhait optimiste de l'épisode, effectivement. OK, parfait. Puis trouver le plaisir, ben moi, tu sais, une des choses que, justement, quand tu as dit que ça allait plus loin, là, c'était quoi les émotions? Comment Vivre ses émotions avec bienveillance. En fait, ça, c'est surtout en lien avec, tu sais, beaucoup de gens qui vont vivre leurs émotions en mangeant. Mm-hmm. Tu sais, de la peine, de la colère, de l'ennui en mangeant. Puis attention, de plus en plus de discours de nutritionnistes, justement, disent c'est pas absolument... on a beaucoup pointé du doigt, tu dois absolument pas manger tes émotions. Mm-hmm. Je pense que dans une certaine mesure, ça peut être tout à fait sain. C'est dans l'excès que ça devient plus sain, comme tout dans le fond. Mm-hmm. C'est normal si tu es fâché, tu vas faire une course pour comme sortir un peu ta colère. Une personne qui va dire « Ah, c'est mal, tu vis ton émotion. » Ça, là, c'est tellement un bon sujet. Là. Mais sauf que si tu vis mal tes émotions, puis que là, tu vas dans le sport à côté, puis tu es en surentraînement parce que tu n'es pas capable de vivre ton émotion autre que par le sport, ça devient malsain. Ben moi, c'est une réflexion qui sort de notre champ d'expertise, là, puis je serais curieux d'avoir des préparateurs mentaux puis des psychologues pour ça, mais la relation avec le sport, on a tous à un moment ou à un autre utilisé le sport pour ventiler, pour une soupape. Ce qui est correct, je pense. Ouais. Oui, ce qui est correct. C'est un outil comme un autre. Sauf que culturellement, c'est comme moi qui prends de la masse. Je veux dire, ça fit avec la culture. Oui, on accepte ça plus que manger de la crème glacée. C'est comme, t'es tellement sain. Oui. C'est ça, là, quand même, là, tu sais. Moi, je veux dire, j'étais compulsif quand je m'entraînais parce que c'était la seule manière que j'allais avoir du contrôle sur ma maladie, c'était en m'entraînant, puis... Mais, tu sais, il y a bien... Je veux dire, beaucoup d'entraînements, je serais prêt à dire probablement 1 sur 2, 1 sur 3, où il n'y avait pas de plaisir, là. C'était simplement l'obligation de garder le contrôle, puis de... Puis, tu sais, c'est pas... Mais c'est valorisé. Il n'y a personne qui va te dire « Non, là, c'est une addiction, ton truc. Là, fais attention, t'es un peu obsessif. » Tu sais, fait que ça, c'est... La nourriture, par contre, c'est tellement un genre de... Tout le monde a sa loupe. Tout le monde regarde qu'est-ce que tout le monde fait. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, puis que je mangeais beaucoup, là, je me faisais dire tout le temps.
tout le temps, genre, ça se peut pas que tu manges comme ça, tu pourras pas continuer comme ça toute ta vie, manger autant, ça se peut pas. Puis, tu sais, moi, j'étais chanceux, j'avais des parents qui étaient éduqués, qui me protégeaient. Oui. Puis, ça aurait pu t'affecter. Ben, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Oui, 100%. Il y a beaucoup de commentaires par rapport à la façon qu'on mange, notre poids, qui sont très délétères. Même des commentaires positifs, tu sais. Une phrase que je dis... Vas-y, qu'est-ce que ça veut dire? Mais comme le poids, tu sais, le commentaire « Ah, t'as perdu du poids, ça te va bien. Tu sais, peut-être que c'est parce que ta maladie est revenue puis que là, t'es plus capable de manger. Peut-être de fucking le cancer! Exact! Genre, ça va pas du tout, là! C'est pas du tout positif. Puis même si c'est pas ça, tu sais, même si c'est pas le cancer, toi, dans ta tête, le message que tu reçois, c'est « Ah, ben avant, j'étais sûrement trop gros. » Fait que faut que je continue à perdre du poids pour continuer à avoir de la valeur aux yeux des gens. Tu sais, c'est... Donc, essayer de s'abstenir le plus possible de commentaires en lien avec comment les gens mangent, à quoi ils ressemblent. On va juste tous s'en porter mieux, tu sais. Une des questions que je demande à mes enfants, c'est quand, je sais pas, peu importe où ils sont rendus, je leur dis, fais juste demander, c'est comme j'ai fini de manger, puis là, mettons, ils n'ont rien mangé, là, tu sais, ou très peu, là, c'est comme un peu la joke des fois, là. Puis là, je dis, fais juste 2 minutes, demander à ton ventre si t'as encore faim. J'ai-tu le droit de faire ça? Oui, t'as le droit. Mais oui. Oui, absolument. Parce que là, je suis comme, puis s'ils me disent non, je le sais là, que dans une heure, ils vont manger une banane, mais je suis comme, regarde, tel que tel. Au moins, ils vont prendre la pause, faire comme, non, c'est correct, j'ai vraiment plus faim. Ouais. Oui, puis c'est une bonne question aussi de se poser l'inverse. Sûrement que j'ai lu ça, j'ai entendu ça dans le livre audio, c'était vraiment un bon petit livre audio. Tu sais, de se dire, ah ben là, j'ai-tu encore faim? Ou est-ce que là, je mange parce que c'est, tu sais, par gourmandise, le chocolat de mes enfants que je mange, là, je sais que j'ai fini, mais je suis comme... Ça, c'est bien correct. Il est de trop, puis genre, c'est vraiment... J'ai juste le goût du petit plaisir, puis c'est pas tout le temps, puis... C'est correct. C'est simple. C'est simple. Merci, Ève. C'était vraiment une discussion fort intéressante. Merci pour tes bonnes questions et ton ouverture. Ça me fait plaisir. Merci à toi. Ciao. Chers auditeurs, merci de votre confiance. J'espère que cet épisode vous a fait réfléchir. J'espère que surtout cet épisode vous a fait du bien. On se retrouve dans le prochain épisode. N'oubliez pas de vous abonner à notre infolette si vous voulez faire partie de la grande famille Physio Vélo. On se revoit bientôt. Ciao!